Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Yvan de l'Association française des diabétiques. Bonjour Yvan. Bonjour mademoiselle Bouchot, je vous remercie de m'avoir invité. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter et de présenter vos différentes casquettes. Alors je suis Yvan, membre de la Fédération française des diabétiques, de l'AFD 17. J'en suis administrateur et je suis aussi bénévole patient expert. Je suis aussi administrateur de la Maison associative de la santé et ainsi que administrateur du club Cœur et Santé Rochelet. Alors, pourquoi avez-vous choisi de commencer du bénévolat et pourquoi dans cette association? Alors j'ai commencé à faire du bénévolat parce que je me suis rendu compte par rapport à ma pathologie, c'est-à-dire le diabète, que je n'avais pas assez de connaissances et que me retourner vers une association était pour moi l'occasion de pouvoir approfondir mes connaissances dans le diabète. J'ai progressé un petit peu plus dans le bénévolat dans la mesure où j'ai pu aussi faire des formations. Donc j'en ai fait une de 40 heures à la Fédération française des diabétiques à Paris, qui me permet d'accompagner mes pairs et éventuellement de pouvoir apporter du soutien aux personnes qui sont en désarroi et qui sont particulièrement désemparées face à la maladie qu'est le diabète. Est-ce qu'il y a des conseils, par exemple, qui reviennent plus régulièrement? Des conseils, je ne dois pas donner de conseils. Je donne un avis parce que, étant moi-même diabétique, leur fais part de mon expérience en accompagnement en éducation thérapeutique patient, à l'hôpital notamment de La Rochelle, mais j'en ai fait un petit peu à Royan aussi, et aussi en élan solidaire qui est une variante et un accompagnement après l'éducation thérapeutique patient en hôpital. Donc là, c'est moins formel, ça se passe plus entre nous et hors cadre médical. D'accord. Et les personnes que vous rencontrez, c'est surtout des personnes qui viennent d'avoir leur diagnostic, ou qui viennent de commencer un suivi, ou c'est davantage de personnes qui ont un diabète installé, en quelque sorte? Alors il y a les deux. J'accompagne, comme je viens de le dire, en ETP, donc ce sont quand même des diabétiques et qui sont dirigés par les diabétologues pour les accompagner. Et en fin de compte, c'est un après-diagnostic. La personne qui est déclarée diabétique, si elle le souhaite, peut avoir cet accompagnement sous forme d'atelier. En principe, ils sont 4 ou 5. Il y a les traitements, il y a la diététique, il y a l'exercice physique, il y a tout ce panel d'ateliers. Et après, indépendamment, si la personne le souhaite, elle peut rejoindre donc une association comme la nôtre qui fait des ateliers aussi en élan solidaire, comme je l'ai dit, hors cadre médical. C'est-à-dire que nous faisons aussi des ateliers, mais qui sont plus décontractés, si je puis dire. Et il n'y a pas l'effet blouse blanche des accompagnants qui peuvent se trouver là, style infirmière ou diabétologue ou autre. Oui, j'imagine que ça libère la parole. Ça libère la parole et puis nous, c'est plus dans un cadre décontracté. Mais on garde quand même contact avec ces gens-là, avec les personnes qui désirent avoir des conseils et puis des accompagnements outre. Ils peuvent venir nous rejoindre à l'association et à ce moment-là, oui, on peut les aider en les accompagnant, en leur fournissant des brochures, en leur faisant prendre des contacts avec diététiciennes, parce que bon, c'est quand même le gros point noir dans le diabète, c'est quand même la diététique. Et pour ce faire, eh bien, on les accompagne dans ce sens-là. Et c'est très bénéfique pour eux d'ailleurs. Ça les déresponsabilise de leur diabète. Oui, je pense que le message justement c'est de déresponsabiliser, déresponsabiliser la personne, oui, peut-être enlever un poids qu'elle peut avoir. Tout à fait, parce que il y a quand même encore la stigmatisation du diabète qui veut dire que si une personne est diabétique, c'est parce qu'elle a usé du sucre. En réalité, dans certains cas, ça peut être vrai,
Mais on s'est rendu compte de plus en plus avec l'évolution de la médecine et de la recherche que justement le diabète était aussi d'ordre génétique. Alors, quand vous demandez à une personne si elle a du diabète dans sa famille, elle vous dira non, mais le dépistage autrefois n'était pas celui que l'on connaît maintenant. Et bien souvent dans les familles, on ne savait pas s'il y avait des diabétiques. La pathologie que les gens avaient n'était pas forcément celle que l'on pensait être. C'est pour cela que maintenant, on est là justement pour dire aux gens, vous avez un diabète, mais en somme et en réalité, c'est pas votre faute vraiment, quoi. Après, bon, la personne fait ce qu'elle veut, mais nous, on l'accompagne, on lui explique, on lui fait des dépistages, on l'aide au maximum pour justement la désensibiliser, si je puis dire, au fait qu'elle a un diabète, mais que c'est la Sa faute vie à pas de ne chance, s'arrête quoi. pas. Ben, Ouais. tout à fait. Dans les effets que peut avoir le diabète, qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple? Quels effets, je dirais, assez graves ou assez anodins peut Alors, avoir le diabète? le diabète est une maladie silencieuse. C'est-à-dire que lorsque l'on commence à souffrir, c'est trop tard. Et le diabète peut, entre guillemets, s'attaquer à tous les organes. Sur le cerveau, les yeux, les reins, le cœur, le pancréas, le foie et les pieds. Les pieds, c'est très important aussi parce qu'on peut faire des neuropathies diabétiques, ce qui fait qu'on n'a plus aucune sensibilité sur les pieds. C'est très gênant quand on conduit parce qu'on n'a pas la sensibilité des pédales. Et un diabétique, dans l'ordre général, ne doit pas marcher pieds nus parce que s'il se blesse, il ne sent pas la douleur s'infecte, enfin la plaie s'infecte, et là, ben, on risque à plus ou moins longue échéance l'amputation. Et est-ce que ça peut être la même chose dans les mains? Je ne suis pas assez qualifié pour pouvoir le dire. Moi, je suis surtout, on focalise surtout sur les pieds. Les pieds. Bah, les mains, alors si peut-être avoir un petit début d'explication, les mains, si on se blesse, on voit la plaie. Donc on peut la traiter. Mais c'est surtout les gens qui marchent, comme je le disais, pieds nus, sous la plante des pieds. On ne va pas voir sous la plante des pieds tous les jours si on a des plaies ou pas. Mais sur les mains, oui, on peut peut-être plus soigner ça. Donc, quand une personne qui vient d'avoir le diagnostic, elle est diabétique, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Donc, j'ai bien compris qu'au niveau diététique, voilà, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces comme ça pour faire en sorte que ça n'empire pas? Oui, la diététique, bon, c'est quand même, je dirais, le point à au moins 90%. Bon, après, la réaction des personnes où elles pleurent, c'est-à-dire qu'elle fait une dépression parce qu'elle est diabétique, et on le voit notamment, moi je suis sur la page Slow Diabète de la fédération sur Facebook, où vous avez tout un tas de personnes qui s'inquiètent sur leur traitement, qui s'inquiètent sur l'évolution de leur maladie, pour beaucoup de raisons, et parfois ces personnes s'inquiètent un petit peu à tort. Elles demandent beaucoup de conseils. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même plus aller vers les professionnels de santé, plus vers les associations, plutôt que d'aller poster des commentaires et puis demander des explications sur Facebook. Parce que moi, personnellement, j'y vais et je vois que beaucoup de personnes ont des commentaires un peu fantaisistes et se prennent pour des médecins, alors que c'est quand même une maladie qui est très très grave. Comme je le disais tout à l'heure, si elle se déclare sur un organe et que l'on en souffre, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc, oui, effectivement, la maladie, c'est une maladie sourde, hein, elle est muette. Hein. Mais l'avantage que l'on a, je le dis souvent, alors la réaction peut être un petit peu violente, et c'est vrai, je dis qu'on a de la chance d'avoir du diabète. Alors les uns comprennent, les autres ne comprennent pas. Mais c'est vrai que nous, en tant que diabétiques, nous sommes notre propre médecin. Si on ne contrôle pas notre glycémie, automatiquement elle va monter. On a les outils, on a la possibilité de pouvoir la faire descendre par de l'exercice physique,
par des différents, par notre diététique, par les repas pris, par rapport à une personne qui est totalement tributaire de la médecine. Je ne vais pas citer des maladies, mais tout le monde comprendra qu'une personne, par exemple, qui a un cancer, elle ne peut pas elle-même faire attention à son cancer. On peut le faire, mais dans d'autres circonstances. Mais nous sommes notre propre médecin. Donc si nous avons nos glycémies qui sont élevées, c'est parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas attention. Et après, des personnes aussi n'ont pas les connaissances pour pouvoir justement juguler ce phénomène. Et nous sommes là pour les aider. Parce que nous-mêmes, étant diabétiques, on a quand même une expérience par rapport à certaines personnes. Justement, est-ce qu'il est possible de déclarer un diabète avec la prise de médicaments, en lien avec cette prise de médicaments? Je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je ne suis pas médecin et je ne peux pas répondre. D'accord. Alors, pour en revenir au bénévolat, donc, quelles sont vos activités concrètement dans l'association? Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup en tant qu'administrateur déjà, donc avec tout ce que ça nécessite comme travail, comme accompagnement, comme implication et motivation surtout. Et après, dans l'association, je m'implique dans le dépistage. Alors, ou dans les lycées, dans les collèges, ou dans les forums, ou éventuellement aussi dans les pharmacies. Comme la semaine dernière, j'étais dans une pharmacie pendant 3 heures à Rochefort pour faire du dépistage, et j'en ai profité en même temps pour faire aussi des pressions artérielles, parce que j'ai le matériel pour pouvoir le faire. Mais c'est toujours dans un cadre, je dirais, amical, informatif. C'est pas dans un cadre formel et médical. C'est pas possible, parce que bon, on n'a pas le droit de le faire. Et déjà, en tant que patient expert, on a une charte graphique, j'allais dire, une charte de comportement en 10 points qui est très spécifique, et on a des barrières à ne pas dépasser. Notamment quand les personnes vous apportent leurs analyses médicales. Moi, je dis non, je suis désolé, je ne peux pas la regarder. S'il y a de la glycémie, je regarde, mais je ne donne pas mon avis parce que je n'en ai pas le droit. C'est une déontologie qu'il faut avoir, et surtout après, bon, sur le plan juridique, ça peut aller beaucoup plus loin. Et je ne veux pas franchir cette barrière. Mais vous en avez qui le font. Les ordonnances, c'est pareil. Une personne m'a apporté l'autre jour à la pharmacie de Rochefort 4 pages d'ordonnance. J'ai dit non, je suis désolé, non, je ne peux pas. Et je ne le fais pas. Je ne veux pas me laisser entraîner dans ce genre de réponse, quoi. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a, quelle est la chose, l'élément, l'activité que vous préférez faire dans le cadre du bénévolat? Alors le cadre, ce que je préfère le plus, c'est le dépistage, c'est-à-dire le contact avec les personnes, les rassurer. Moi, j'ai fait du bénévolat pour être sur le terrain. Je ne fais pas de bénévolat pour être dans une association comme trésorier ou faire de l'administratif. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, si je décidais de faire du bénévolat et m'impliquer, c'est pour être sur le terrain, faire des actions, aussi bien dans les lycées et les collèges, parce que les jeunes sont très friands de poser des questions, parce qu'eux-mêmes, dans leur famille, ils ont le grand-père, la grand-mère, ou le père, la sœur. Donc ça, par contre, pour moi, c'est très important, et c'est enrichissant, parce qu'en plus, on voit beaucoup de monde. Et de ce fait, eh bien, on les rassure. On est là aussi pour les rassurer. Ce qui me fait penser à une autre question. Est-ce que vous avez un âge moyen d'apparition du diabète, du diagnostic? L'âge moyen, ça peut partir du nourrisson. Ça peut partir d'un enfant très jeune qui va présenter un diabète de type 1. Et au-delà, d'après les estimations, au-delà de 40 ans, on développe un diabète de type 2. Alors, le type 1, c'est insulinodépendant, c'est-à-dire que le pancréas
Alors il y a des polémiques, mais je dirais que le pancréas, pour rester dans l'ordre général, ne fonctionne pas beaucoup, ou pas du tout même. Et dans le type 2, le pancréas sécrète un tout petit peu d'insuline, mais pas suffisamment pour pouvoir générer une glycémie normale. C'est pour ça que beaucoup ont, comme moi par exemple, un stylo d'insuline où je me fais une injection une fois par jour, le soir, ou alors après, lorsque la pathologie est plus grave, il y a une pompe à insuline. Donc là, les personnes sont équipées d'une pompe et la pompe en permanence envoie de l'insuline pour justement faire baisser les glycémies. Et là, je ne suis pas trop spécialiste dans les pompes à insuline parce que c'est quand même encore une technologie un peu particulière qui, pour l'instant, je dirais entre guillemets, ne me préoccupe pas, quoi, parce que je ne suis pas équipé de pompe. Alors je reste dans mon domaine. Après, une personne plus qualifiée, avec notamment une pompe à insuline, pourrait vous expliquer le pourquoi elle commande la chose. Mais moi, non, je ne peux pas. En même temps, c'est bon signe. C'est bon signe. Quand on n'est pas équipé avec une pompe, oui, c'est très très bon signe quand même. Ça permet de rester dans des valeurs qui fait qu'on équilibre bien sa glycémie soi-même, comme je le disais tout à l'heure, étant notre propre médecin, et qu'une injection d'insuline, quel que soit après le nombre d'unités, vous en avez qui vont faire 25 unités, c'est en fonction de pas mal de critères, d'autres qui vont c'est un peu plus. Bon, moi, par décence, je vous dirai pas combien j'en fais, mais j'en fais pas beaucoup quand même, parce que j'équilibre bien mon diabète. Je fais en sorte que pas avoir après de conséquences qui soient néfastes sur ma santé. Parce que je m'aime quand même, un petit peu. Alors, à contrario, est-ce qu'il y a des éléments dans le bénévolat qui sont un peu plus compliqués, que vous aimez un peu moins? Oui, ce qui est compliqué, surtout que j'aime pas, non. Parce que le jour où j'aurais pu le bénévolat, je l'arrêterais. Pas la peine d'insister lorsqu'on ne sent plus les choses. Mais à contrario, oui, c'est-à-dire qu'on peine beaucoup, beaucoup à recruter du bénévolat parce que, comme le nom l'indique, nous ne sommes pas payés. Mais par contre, l'implication est quand même très importante dans certains cas par rapport aux maladies. Mais en général, le bénévolat est très, très contraignant. Il est chronophage. Et en plus, on est parfois amené à avoir des frais qui ne sont pas nécessairement remboursés, parce qu'il faut quand même aussi voir l'aspect financier. Nous ne sommes pas tous milliardaires, et il faut bien que parfois prendre les fonds où on pourrait les mettre ailleurs. Mais bon, surtout en ce moment avec le prix du carburant qui quand même a pris une grosse claque, je dirais. Mais on a quand même des moyens, oui, de se faire rembourser quand même. Mais on vous dira que dans les associations ne sont pas très riches. Bon, je connais certains trésoriers qui ne veulent pas rembourser les frais, mais c'est un petit peu normal parce que c'est comme les adhésions et puis les subventions servent justement de moteur aux associations. Mais l'implication et puis l'implication financière peut être parfois très lourde. Mais il y a des compensations, notamment au niveau des impôts, mais ça je n'entrerai pas dans les détails. Mais c'est pas toujours, il y a surtout beaucoup d'avances d'argent. Mais bon, après, comme je le disais, hein, c'est un choix. Du coup, j'imagine que voilà, le recrutement est assez compliqué, le recrutement de nouveaux bénévoles est assez compliqué. C'est très compliqué parce que bon, on peut avoir des adhérents, les gens qui paient une cotisation, mais qui, je dirais, par choix, ne souhaitent pas toujours s'impliquer non plus dans les actions. Bon, c'est vrai qu'il faut les deux. Il faut les adhérents qui sont quand même, qui font partie du moteur de l'association, mais parfois on aimerait aussi que ces adhérents-là viennent nous voir, viennent nous rencontrer et participent un petit peu pour tout au moins se rendre compte à quoi sert leur adhésion. Parce que bien souvent, une personne, bon, c'est l'adhésion, encore une fois, c'est nécessaire, c'est vital pour eux.
Mais physiquement, on aimerait bien aussi rencontrer parfois nos adhérents et physiquement aussi qu'ils nous accompagnent dans des dépistages pour voir exactement nos actions. Mais ça, c'est un petit peu compliqué. Combien il y a d'adhérents dans la délégation Charente-Maritime? On en a perdu beaucoup. On en a perdu, je dirais même énormément. Actuellement, on est à 70 adhérents. D'accord. Mais 70 adhérents, avec en plus la situation sanitaire que l'on vient de vivre, on en a encore perdu davantage. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de faire une relance d'adhésion et surtout leur expliquer quelle est notre action. Parce que pendant 2 ans, on n'a pu rien faire, quoi, grosso modo. Donc là, on relance la campagne pour leur dire, attention, on est quand même encore là, on est là pour vous, on va s'occuper de vous si vous le souhaitez, et ben, ne nous oubliez pas non plus, parce que nous, on ne vous a pas oublié. Et donc, il y a à peu près 70 adhérents, et combien de bénévoles justement qui sont là pour réaliser toutes les actions? Alors, si l'on met de côté les administrateurs, qui sont quand même des bénévoles impliqués, actuellement, au sein de l'association, on a 2 bénévoles. C'est tout. D'accord. Sur qui on peut compter, mais ce sont encore des personnes qui ont une vie familiale, qui ont des enfants, des petits-enfants. Bon, en période de vacances, c'est pas simple, parce que beaucoup de petits-enfants viennent chez les grands-parents, donc c'est pas simple non plus. Mais autrement, oui, on n'a que 2 bénévoles sur qui on peut vraiment compter. Et c'est très très peu, très très peu. Et en plus, ce sont des bénévoles qui aussi sont diabétiques, automatiquement. Enfin, automatiquement. Dans le cas présent, oui. Mais c'est pas toujours très simple. Donc nous profitons de cette interview pour faire un appel aux bénévoles, si quelqu'un parmi vous nous entend. Ah, s'ils veulent nous rejoindre, ce sera avec plaisir que nous les accueillerons. Et ça se passe dans la sérénité, dans la joie. Et il n'y a pas de souci, même si c'est un sujet un peu grave qu'est le diabète, nous ne sommes pas non plus réfractaires à la blague et puis à la bonne humeur. Merci beaucoup Yvon. Merci mademoiselle Bouchot de m'avoir invité et je vous dis à bientôt. À bientôt.